Bienvenue, chers téléspectateurs, dans l'invité de la semaine. C'est un lieu commun aujourd'hui que notre société traverse une crise multiforme, sous-tendue par des causes aussi bien endogènes qu'exogènes. Si certains s'intéressent souvent aux causes exogènes, d'autres encore s'intéressent plutôt aux causes endogènes. C'est le cas de Philippe Nia-Antera, écrivain, poète et pédagogue. Il est de passage sur notre plateau pour nous présenter son ouvrage intitulé, je cite, « Entre prose et vers, recueil de poèmes », paru chez l'Harmattan Mali. Monsieur Philippe, soyez le bienvenu. Bonjour et merci pour l'invitation. Ok, merci. Monsieur Philippe, qui est Philippe Nia-Antera? Je suis Niaan à l'état civil. Oui. Et Philippe, c'est mon nom de baptême. Et tous ceux qui me connaissent beaucoup sous le nom de Philippe. Okay. Et je suis malien. Je suis marié, père de 3 enfants. Oui. Et comme vous venez de le dire tantôt, je suis enseignant de formation, professeur d'anglais. Et je suis humanitaire par profession. Et je suis par passion écrivain et poète. Ok, merci beaucoup. Vous avez élaboré un ouvrage intitulé « Entre prose et vers, recueil de poèmes » que je montre aux téléspectateurs. Et j'aimerais vous demander ce qui a motivé l'élaboration de cet ouvrage. L'idée de ces recueils ou de ces livres est partie un peu des constats de notre société et surtout des différentes causeries que nous tenons dans les grains, en famille et un peu partout sur la situation que notre pays vit. Je ne suis pas politicien et je n'avais pas d'autre moyen de m'exprimer pour que je sois compris ou entendu. Donc la seule voie que j'ai trouvée, c'est de m'exprimer à travers un livre pour que les gens puissent comprendre ce que je vis, ce que nous vivons et ce que nous partageons. Car les constats que j'ai faits dans le livre, c'est presque partagé par tout le monde. Ok. Merci. J'ai lu l'ouvrage de fait en comble. J'ai lu d'abord la partie prose et la partie recueil de poèmes aussi. Et est-ce qu'on peut dire que c'est un diagnostic du mal social que vous avez opéré dans cet ouvrage? Je dirais oui. Je dirais oui. Comme je le disais tantôt aussi, c'est un constat partagé par tout le monde. Et quand nous essayons de demander les gens un peu partout, je pense que nous revenons tous au même constat. Nous constatons tous qu'il y a une déperdition des mers, il y a une certaine volatilité de nos vertus sociales, ce qui était considéré comme apprécié avant ne l'est plus, et tout ce qu'on refusait par le passé, c'est ce que les gens applaudissent aujourd'hui. Donc, moi en tant que pédagogue, en tant qu'homme de foi aussi, je me suis dit que ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Ok. Maintenant, quelle lecture faites-vous de la perversion morale publique actuelle? Parce que vous en avez beaucoup parlé dans le livre. Oui, c'est vraiment un constat amer. C'est vraiment un constat amer. Comme je le disais, et avant, il y avait des termes qu'on n'entendait pas. Des choses qu'on n'aimait pas faire au vu aussi de tout le monde. Mais aujourd'hui, on les étale sur le marché public. Et ce qui vient encore aggraver ces choses, ce sont les réseaux sociaux. Quand tu n'insultes pas sur les réseaux sociaux, tu n'es pas écouté. Et dans notre société aujourd'hui, quand on voit qu'on applaudit quelqu'un, c'est qu'il s'est enrichi sur le dos de l'État. Et cela, nous pouvons le comprendre tous. Tout le monde peut le comprendre. Je prends juste un exemple. Nous connaissons tous les salaires d'un fonctionnaire. Mais il y a aujourd'hui des fonctionnaires qui ont des villas un peu partout, qui ont des grosses cylindrées, qui envoient leurs enfants à l'extérieur pour les études. Mais tout le monde sait que c'est de l'argent volé. Mais ils sont applaudis dans la société. Ce qui était refusé avant, c'est ce qui est devenu monnaie courante aujourd'hui et ça fait mal. Ok. Votre analyse tient lieu d'un constat sur la réalité de notre société. Tout à fait. Et nous pourrons dire que vous avez tenté de moraliser la société à travers cet ouvrage. Oui. Maintenant, dans les solutions que vous avez préconisées, vous avez dit ceci:
que plutôt que de miser seulement sur le changement du monde, vous invitez les uns et les autres à opérer un changement de soi. Oui. Comment cela est-il possible? Bon, je pense que quand on prend un ensemble, Oui. c'est difficile de les amener à suivre une même voie au même moment. Mais quand on prend l'individu en tant que tel et qu'on arrive à travailler sur l'individu et que l'individu aussi accepte de s'autodiscipliner, je pense que le changement peut venir de là. Quand moi je prends conscience que ce que je suis en train de faire ne contribue pas au bien de la société et que je commence à changer, d'autres qui me voyaient dans cette posture vont dire « Ah, il y a un changement, c'était telle ou telle personne. » Et la personne aussi peut être amenée à se poser les mêmes questions. Pourquoi cette personne qu'on voyait faire telle ou telle chose a brusquement changé? Ça peut amener un certain éveil de conscience sur une autre personne qui va essayer aussi de répliquer la même chose. Et ainsi de suite, on peut arriver au changement. Mais si on veut que tout le monde change ensemble, ça va être difficile. Donc, vous préconisez dans l'ouvrage, disons, un éveil de conscience sur le plan individuel d'abord, avant de penser au groupe. Oui. Merci, Monsieur Philippe. En raison de ce tableau sombre de l'état des lieux, parce que je peux dire que la première partie de l'ouvrage fait l'état, présente un tableau sombre de la société. De la société. Et vous lancez un appel à la renaissance. Oui. En quoi se résumerait cette renaissance? Bon, cette renaissance, pour moi, passe d'abord par le changement personnel, individuel. Et ça aussi fait appel à un retour à nos vertus sociétales. Que nous revenons à ce qui faisait avant notre force. Chaque fois qu'on veut poser un acte, qu'on essaie de comprendre quel est l'impact de cet acte. Si la honte ne sert pas, qu'on ait peur de le faire. Et ça veut dire que les autorités doivent aussi jouer leur rôle. Parce que si la honte ne sert pas, il faut qu'il y ait la pression des autorités qui va nous amener à avoir peur. Mais si ces deux choses manquent, ce sera très difficile. Donc, il faut un retour à nos valeurs, un retour au sacré. Aujourd'hui, la foi est devenue une fanfaronnade. Chacun se dit foncièrement chrétien, foncièrement musulman, mais dans les actes, nous faisons autre chose qui est en désaccord total avec ce que nous professons. Donc, si nous disons que nous sommes chrétiens, il y a des valeurs chrétiennes que notre foi défend. Il faut qu'on revienne à ces valeurs-là. Idem pour les musulmans. Idem pour les musulmans. Donc, je pense que c'est à ce prix qu'on peut amener à changer notre société, à changer ce constat que j'ai fait. Merci. On se rend compte qu'avec le recueil de poèmes à la fin de l'ouvrage, l'émotion, votre émotion prend le relais de l'analyse que vous avez faite au début. Oui. En quoi ce recueil de poèmes est-il un moyen d'expression de votre émotion au regard de cette réalité patente? Donc, pour la petite histoire, avant de revenir à votre question, ces poèmes, je les ai écrits il y a très longtemps. Mais certains sont récents, il y a très longtemps. Et chaque fois que je pensais à une situation, je commençais déjà à griffonner. Et j'y mettais mon cœur. Ce que je ressens, c'est ce que je fais ressortir. C'est ce que je fais ressortir, sans langue de bois, rien. J'ai dit ce que je pense, ce que je ressens. Donc, quand je voulais écrire, j'ai dit, si je sors seulement un recueil de poèmes, est-ce que ça va toucher tout le monde? Peut-être il y a une petite frange de la société qui s'intéresse à la poésie. Et si je le fais, ça ne va pas toucher une masse. Donc, j'ai dit, pourquoi ne pas combiner les deux? Faire un livre et puis terminer par le... C'est là où l'idée de entre prose et vers est sortie. Et puis on y sent une harmonie aussi. Oui. Il y a une harmonie entre la première partie et la deuxième partie. Effectivement. Donc, quand j'ai fait ceci, j'ai essayé d'amener cette harmonie. Et que ce qui est dans la poésie puisse ressortir dans les livres que je vais écrire. C'est pourquoi j'ai parlé de malaise. Et pour qui connaît le malaise, souvent, c'est une situation difficile à expliquer. Soudain, quelqu'un peut dire, je suis pris d'un malaise. Et il n'arrive pas à expliquer. Donc, notre société vit cela. Souvent, le malaise relève de l'ineffable. Voilà. On ne peut pas en parler, mais c'est un malaise. C'est un malaise. Donc, c'est de là qu'est parti tout cela. Donc, en exprimant mon émotion, j'ai dit certainement, il y a d'autres personnes qui vivent la même situation que moi. Peut-être qui n'ont pas cette capacité ou
cette possibilité de pouvoir l'exprimer comme je l'exprime dans un bouquin. Parce qu'écrire, ça prend du temps, ça demande de l'énergie et ça demande beaucoup de réflexion. Donc, c'est un peu ça. Je me suis mis aussi à la place de tout un chacun et face à ces situations. Si je suis humain, ce que je ressens, c'est que beaucoup d'autres aussi les ressentent. Quand je reprends les poèmes, je me suis appesanti sur tout ce que vous avez écrit sur la femme. Pourquoi la femme? Vous avez chanté la beauté de la femme, surtout la femme africaine. Bon, moi je pense, quoi qu'on dise, la femme reste au centre de tout ce que nous sommes. Un homme ne peut rien sans la femme. Et comme la Bible le dit, c'est notre partenaire, notre vis-à-vis, notre autre moi, je dirais. Un homme complet, ça se voit dans à travers sa femme. Et comme on le dit, quand tu vois un grand homme, c'est qu'il y a une grande dame derrière. Donc la femme, c'est l'essence même de la vie. Tout part de la femme. C'est la femme qui donne l'essence. Et c'est la femme aussi qui prend soin de l'homme, qui prend soin de la famille, qui prend soin des enfants. Donc tout tourne autour de la femme. Et on ne peut pas parler de la beauté de la vie sans parler de la femme. Vraiment, merci. Chers téléspectateurs, je suis en compagnie de Philippe Niantera, écrivain, poète et pédagogue. Il est de passage sur notre plateau pour nous présenter son ouvrage intitulé « Entre prose et vers, recueil de poèmes », un ouvrage paru chez l'Harmattan Mali. Monsieur Philippe, où est-ce qu'on peut se procurer l'ouvrage? Bon, l'ouvrage est au niveau de la bibliothèque de l'Harmattan, mais il y a aussi d'autres bibliothèques qui sur la place où on peut les trouver. Merci. Ok. Au regard de ce tableau sombre que vous avez présenté sur la situation au Mali, est-ce que vous avez un message précieux à l'adresse de nos téléspectateurs? Bien sûr, bien sûr. Le livre en soi-même est déjà un message, mais si j'ai un message à lancer aujourd'hui, c'est le retour à nous-mêmes, le retour à l'essentiel. Et je dirais que le Mali souffre aujourd'hui parce qu'il y a un pacte qu'on a violé, un pacte voilé. Nous disons tous, un peuple, un but, une foi. Oui. Nous avons tous trahi ces pactes-là. Nous ne sommes plus un peuple. Quand on regarde tout ce que nous vivons, le Mali n'est plus ce peuple. C'est une manière de n'être plus conscient de cette formule, un peuple, un but, une foi. Oui. C'est parce que nous avons trahi ces pactes, l'idéal des pères fondateurs, et ces pactes fédérateurs, nous l'avons trahi. C'est pourquoi nous vivons tout ce que nous vivons aujourd'hui. Donc nous devons revenir à ces pactes-là. Nous devons redevenir nous-mêmes. Nous sommes en train de trop singer l'extérieur. Nous regardons les autres et nous voulons répliquer la même chose. Nous avons nos réalités, nous avons notre culture et on doit vivre cela. On ne doit pas regarder les autres pour vivre. Nous devons vivre pour nous-mêmes. Et en vivant pour nous-mêmes, nous devons réintégrer ce que nous sommes en train de rejeter. Vivre véritablement la foi que nous professons. Et qu'on soit musulman, qu'on soit chrétien, notre foi nous appelle à la paix. Qu'on soit de la religion traditionnelle. Voilà. Toutes les religions nous appellent tous à l'amour, à la fraternité, au vivre ensemble, à la communion et au pardon. Et c'est ce qui fait la force d'un peuple. C'est ce but-là que nous recherchons tous. Et c'est cette foi qu'on doit plutôt avoir au Mali. Le Mali, rien que le Mali. C'est cet appel que je voulais lancer. Merci, Monsieur Philippe Terra. Je retiens de ce que vous avez dit tout à l'heure que nous tous, nous devons revenir sur nous-mêmes, s'occuper de ce qui se passe chez nous-mêmes et éviter un peu de se rabattre sur les autres pour construire notre pays. Chers téléspectateurs, nous voici à la fin de ce magazine. Merci de nous avoir suivis. Je rappelle que nous étions en compagnie avec Philippe Niantera, écrivain, poète et pédagogue. Il était de passage sur notre plateau pour nous parler de son ouvrage, nous présenter son ouvrage intitulé « Entre prose et vers », recueil de poèmes, un ouvrage paru chez l'Harmattan Mali. Merci, restez toujours en compagnie de CRTV, votre chaîne fraternelle. Merci.